quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita. Bonjour Eve, et j'ai envie de dire ce matin Shalom. Bah oui, parce qu'il faut allumer votre micro. Voilà. Bah oui, parce qu'on va parler de Ben Yehuda de l'hébreu. Pardon. Voilà. Shalom Eve. Shalom Eliana. Alors aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous sommes donc dans notre émission sur immigration. On parle de nos aliotes. Et dans nos aliotes, il faut parler dans cette première alia d'un événement qui est quand même assez extraordinaire. C'est Ben Yehuda. C'est voilà, Eliezer Ben Yehuda qui va en fait donner un souffle nouveau à une langue qui, elle, est biblique. C'est le renouveau de l'hébreu. Alors, on l'a dit la dernière fois, tous ces juifs, ils ne sont pas si nombreux, ils sont 10 000 qui arrivent d'Europe de l'Est. Ils vont pas apporter des choses fondamentales du point de vue historique à Israël. Ils vont créer des villes et ils vont surtout, à cette époque-là, va se décider que la langue nationale, effectivement, va être l'hébreu. Alors, on rappelle que la lutte était un petit peu compliquée. Les Français voulaient s'imposer, mais aussi les Allemands, on l'a dit. Les Anglais, les Russes, le yiddish, que par eux-mêmes s'imposaient. Voilà, et puis un certain nombre de rabbins étaient absolument contre l'utilisation de l'hébreu. Ils voulaient ils voulaient que l'hébreu reste une langue biblique sacrée et de prière. Pas du tout une langue moderne. Alors là, on a un petit bonhomme qui s'appelle Eliezer Ben Yehuda et lui, il s'accroche et il va commencer à faire un travail complètement fou qui est de transformer... D'inventer presque, d'une certaine manière. Il va utiliser une langue qui est complètement biblique, qui est écrite d'une manière très ancienne, et il va la moderniser et la transformer pour l'utiliser tous les jours. Exactement. Ben Yehuda, il va avoir une technique bien à lui. Il va d'abord utiliser les mots en arabe. Il va bien sûr prendre les mots qui existent dans la Bible. Il va ensuite utiliser les mots en arabe. Il va avoir comme ça une technique pour éviter que les mots des autres langues vivantes soient utilisés, qui vont intervenir qu'en dernier recours. Et il va créer en grande partie l'hébreu moderne tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Alors, par exemple, un exemple, Ben Yehuda, on parle de l'électricité à son époque, mais l'électricité au temps biblique n'existait pas. Alors, il va chercher dans la Bible et puis il va tomber sur ce très célèbre épisode du prophète Ézéchiel qui voit la révélation de Dieu sur son trône et il y a quelque chose dans l'air et donc cette chose s'appelle le chashmal et donc lui va en déduire que cette chose que l'on voit, on pourrait la traduire en tant qu'électricité, bien qu'à l'époque l'électricité, ce phénomène ne soit pas connu de la sorte. Voilà. Et ça a été une grande idée parce que même les Français qui ne parlent pas hébreu utilisent le mot chashmal au lieu de celui d'électricité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait partie des mots qui viennent dans le vocabulaire des Français. Alors, si un jour vous voulez faire quelque chose de rigolo, vous asseyez dans le bus et vous écoutez autour de vous. En général, il y a toujours plus d'une ou deux personnes qui ne parlent pas hébreu. Et donc, vous avez un couple de Russes qui discutent à droite, des Français, des Américains. Et ce sont toujours les mêmes mots qui sont dits en hébreu. Par exemple, quand j'étais à la fac, alors j'entendais les gens qui disaient ils parlaient russe, mifran, un exemple. Ptor, c'est quand on est exempté d'examen. Donc, c'est toujours les mêmes mots en fait qui reviennent, les mêmes expressions. Stam, sababa, on va entendre une phrase en anglais. Told him that stam, sababa. Donc voilà, c'est toujours ces mots qui reviennent. Voilà, donc il a été ingénieux, Ben Yehuda, en tout cas sur Chashmal. Et surtout, Ben Yehuda, quand il décide de faire cette révolution de l'hébreu, il impose à sa famille des conditions assez strictes. Oui, il n'avait pas l'air d'être un homme très souple, Ben Yehuda. Pas du tout. Voilà, donc en 1881, il va s'installer à Jérusalem avec sa femme, Déborah, et leur fils. Et il va leur imposer Itamar, un usage exclusif de l'hébreu dans la famille. Alors le pauvre petit ne parle pas. Il a 4 ans et il ne parle toujours pas. Il ne parle pas et surtout, c'est très dur pour lui d'avoir des amis puisque son père ne veut pas qu'il ramène entre guillemets du yiddish à la maison, donc il fait tout pour un petit peu le garder. Et d'ailleurs, Itamar Ben Avi, alors son fils Itamar se fera appeler plus tard Itamar Ben Avi. Pourquoi Ben Avi? Parce que Avi, ce sont les initiales de Eliezer Ben Yehuda. Donc au lieu de se faire appeler Itamar Ben Yehuda comme nom de famille, il dit non, je suis Itamar, le fils de qui? Le fils de Eliezer Ben Yehuda.
Et il va rédiger donc ses mémoires qui sont extrêmement connues en Israël, où il raconte son enfance en tant que le seul enfant qui parlait hébreu. Et Itamar Ben-Avi, il va faire une espèce de révolution assez intéressante dans les années 20-30. Il va s'inspirer du modèle turc, puisqu'il faut rappeler qu'à la même période, en Turquie, il y a on passe de l'Empire ottoman à la République turque moderne. Et Atatürk une des plus grandes révolutions qu'il va faire, il va supprimer l'alphabet arabe avec lequel on écrivait le turc, et il va le remplacer par un alphabet latin. Et Itamar Ben-Avi pense que c'est une très bonne idée, et il essaie de faire la même chose en Israël. Il va ouvrir un journal. Dans son journal, donc, ce sera écrit en fait en phonétique, en utilisant l'alphabet latin. Ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas, mais c'était intéressant. Et surtout, il le fait au début des années 30, quand il y a énormément d'immigrés allemands qui arrivent d'Allemagne, puisqu'à cause de la montée du nazisme. Et donc pour eux, ces Allemands ont une grande difficulté à se mettre à l'hébreu, et donc il se dit c'est l'occasion d'utiliser cette technique. Voilà. D'accord, donc, mais avant d'être ce monsieur qui essaie d'imposer le latin, il était un petit garçon qui ne parlait pas. Il ne parlait pas. Au début du XXe siècle. Exactement. Il ne parlait pas au début du XXe siècle. Et puis surtout, il faut regarder, en fait, on le dit souvent, la plus grande révolution qu'est le sionisme, c'est l'hébreu. Hein, quand on y pense, une langue qui n'a pas été parlée couramment depuis 2000 ans, qui était une langue comme le latin. Imaginez-vous aujourd'hui d'avoir un État dans le monde qui parle le latin couramment. Exactement. Même au Vatican, on ne parle pas le latin couramment. Ben Yehuda a réussi à imposer ça contre de nombreuses forces opposées, obscures, et il a imposé peu à peu dans les écoles, et puis les écoles forment les petits qui sont la future génération, et puis c'est venu finalement assez vite. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui vous avez un petit État de 8 millions d'habitants qui ne parle qu'hébreu, qui a une littérature en hébreu, qui a des radios en hébreu à part Studio Kalita, et donc voilà, donc on comprend maintenant pourquoi on a des rues et à Tel Aviv et à Jérusalem aussi centrales qui se nomment la rue Ben Yehuda. Voilà. Merci beaucoup, Ève. Merci Eliana. Au revoir. Au revoir.